À l'heure actuelle, environ 40% des adultes vivent avec un prédiabète ou un diabète de type 2. Cela signifie que près de la moitié de la population est atteinte d'une maladie qui augmente considérablement le risque de décès, quelle qu'en soit la cause, et pas seulement les complications liées au diabète. Et c'est ce que les médecins ne semblent pas vous dire. Vous allez chez le médecin avec quelques symptômes. Il vous diagnostique une maladie causée par votre mode de vie. Et au lieu de vous offrir de l'aide ou de l'éducation pour changer ce mode de vie, il vous donne un médicament. Ou ils vous disent de revenir dans 6 mois pour recontrôler votre taux d'hémoglobine A1C. Le monde dans lequel nous vivons est complètement fou. Et voici ce que la plupart des gens ne semblent pas réaliser, le problème n'est pas l'hyperglycémie elle-même. Le problème est la résistance à l'insuline. La maladie se développe silencieusement en arrière-plan pendant des décennies avant que quelqu'un ne soit diagnostiqué. Elle est en grande partie due à l'environnement alimentaire moderne, aliments ultra transformés, accès constant à des glucides raffinés et mode de vie qui poussent notre métabolisme à se mettre en mode stockage 24 heures sur 24. La résistance à l'insuline est liée à toutes les grandes maladies qui nous tuent, maladies cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, insuffisance rénale, démence, voire certains cancers. Les dommages se sont accumulés dans votre cœur, votre cerveau, vos vaisseaux sanguins, vos reins, des années avant que vous ne remarquiez que quelque chose ne va pas. Et c'est là que le bâtiment blesse. L'un des principaux facteurs de résistance à l'insuline est la répétition d'importants pics de glucose. J'ai vu des personnes développer des maladies qui ne sont pas apparues soudainement, mais qui se sont développées lentement au fil des décennies. Quoi qu'il en soit, voici 20 stratégies fondées sur des données probantes pour réduire les pics de glycémie, inverser la résistance à l'insuline et diminuer le risque de prédiabète ou de diabète de type 2. Ces stratégies pourraient même vous aider à inverser la tendance du diabète, même si vous avez déjà été diagnostiqué. Ces stratégies ne sont pas classées par ordre d'importance. En effet, différentes stratégies auront de l'importance pour différentes personnes, en fonction de votre point de départ. Mais toutes ces stratégies fonctionnent. Et ce sont toutes des choses que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui. Le premier sur la liste est le renforcement musculaire par l'entraînement en résistance. Il s'agit de l'un des outils les plus sous-estimés dont nous disposons pour inverser la résistance à l'insuline. Le tissu musculaire est le plus grand site de stockage du glucose dans l'organisme. Lorsque vous contractez vos muscles pendant l'exercice, ils extraient le glucose de votre circulation sanguine sans avoir besoin d'autant d'insuline. C'est en partie pour cette raison qu'une promenade après un repas permet d'abaisser le taux de sucre dans le sang de manière aussi efficace. Mais au-delà de l'effet immédiat, l'augmentation de la masse musculaire modifie fondamentalement la façon dont l'organisme gère le glucose à long terme. Plus de muscles signifie plus de capacité à stocker le glucose. Cela signifie également que vos cellules deviennent plus sensibles à l'insuline, même lorsque vous ne faites pas d'exercice. Le fait est qu'il n'est pas nécessaire de devenir un culturiste pour bénéficier de ces avantages. Il suffit de 2 à 3 séances hebdomadaires d'entraînement de base à la résistance pour obtenir des résultats. Qu'il s'agisse de soulever des poids à l'aide de bandes de résistance ou même d'exercices au poids du corps comme les squats ou les pompes. Ces exercices suffisent à faire bouger l'aiguille. Ce qui compte le plus, c'est la cohérence et le défi progressif. Vos muscles ont besoin d'être sollicités pour faire quelque chose de difficile afin de s'adapter et de se développer. Et lorsqu'ils se développent, votre santé métabolique s'améliore en même temps qu'eux. Passons à la deuxième étape, qui consiste à réduire les pics de glycémie. Il ne s'agit pas nécessairement d'éliminer complètement les glucides. Il existe donc un mythe tenace selon lequel tous les glucides sont l'ennemi des personnes présentant une résistance à l'insuline. Or, ce n'est pas ainsi que fonctionne l'organisme. Les glucides ne sont que des chaînes de molécules de glucose. Votre organisme est parfaitement capable de les gérer lorsqu'ils sont administrés de manière contrôlée. Le problème survient lorsque le glucose pénètre trop rapidement et en trop grande quantité dans la circulation sanguine. C'est à ce moment-là que se produit le pic de glucose. Et c'est à ce moment-là que l'insuline doit monter en flèche pour compenser. L'objectif n'est donc pas d'éviter les glucides. Il s'agit d'éviter les hausses rapides et massives de la glycémie. Vous pouvez consommer des glucides tout en protégeant votre santé métabolique en choisissant des sources qui libèrent le glucose plus lentement, en les consommant en plus petites portions et en les associant à d'autres aliments qui ralentissent la digestion. Tout ce que vous essayez de faire, c'est d'aplanir la courbe. Une légère augmentation du glucose est gérable. En revanche, un pic vertical est métaboliquement coûteux et entraîne une résistance à l'insuline au fil du temps. La troisième concerne les calories liquides.
C'est l'un des moyens les plus rapides d'aggraver la résistance à l'insuline sans même s'en rendre compte. Il s'agit des jus de fruits, des smoothies, des cafés sucrés, des boissons énergisantes et même de boissons apparemment saines comme l'eau de coco ou le kombucha acheté dans le commerce. Ces boissons peuvent faire passer le glucose dans le sang à une vitesse alarmante. Lorsque vous buvez du sucre, il n'y a pas de mastication, pas de fibres, pas de délai. Le sucre arrive dans l'estomac et est absorbé presque immédiatement, ce qui provoque l'un des pics de glucose et d'insuline les plus importants que l'on puisse créer. Même les smoothies aux fruits, que l'on considère souvent comme sains, peuvent poser problème. Le fait de mixer les fruits décompose la structure des fibres et rend les sucres naturels beaucoup plus facilement accessibles. En fin de compte, vous consommez beaucoup plus de sucre dans une boisson que vous ne le feriez si vous mangiez l'aliment en entier. Et votre pancréas doit réagir de manière agressive. La poussée d'insuline qui s'ensuit ne se contente pas d'abaisser la glycémie, elle fait souvent chuter la tension artérielle. Vous vous retrouvez donc fatigué et affamé une heure plus tard, alors que votre glycémie est plus basse qu'elle ne devrait l'être. Ce cycle de pic et d'effondrement de la glycémie est l'un des schémas les plus préjudiciables à la santé métabolique à long terme. Par conséquent, si vous voulez vraiment inverser la résistance à l'insuline, les calories liquides doivent être l'une des premières choses à éliminer. Le quatrième point concerne la composition des aliments, en particulier l'association des glucides avec les protéines et les lipides. Ainsi, lorsque vous mangez des glucides seuls, ceux-ci se digèrent rapidement et le glucose pénètre dans votre circulation sanguine en une seule vague concentrée. Mais lorsque vous ajoutez des protéines ou des graisses au même repas, la digestion ralentit. Les protéines stimulent les hormones digestives qui retardent la vidange de l'estomac. De plus, la graisse ralentit physiquement le passage des aliments dans l'intestin. Il en résulte une libération beaucoup plus douce et lente du glucose dans le sang. Cela ne signifie pas qu'il faille transformer chaque repas en quelque chose de compliqué. Il s'agit simplement de penser en termes de combinaison. Si vous mangez du pain grillé, ajoutez des œufs ou du beurre de cacahuète, par exemple. Si vous mangez du riz, ajoutez-y du poulet ou du poisson et des légumes cuits à l'huile d'olive. Si vous grignotez un fruit, accompagnez-le d'une poignée de noix, d'un morceau de fromage ou d'un yaourt. Ces petits ajustements font une différence significative dans la façon dont votre corps réagit. Ils vous aident également à vous sentir rassasié plus longtemps. Cela réduit naturellement la tentation de grignoter fréquemment. Ce qui nous amène au cinquième point, à savoir l'arrêt du grignotage permanent. C'est un message plus difficile à faire passer, car on nous répète depuis des années que manger de petits repas fréquents maintient le métabolisme actif. Mais ce conseil ne tient pas la route si l'on considère les effets d'une alimentation constante sur l'insuline. Chaque fois que vous mangez, même s'il ne s'agit que d'une petite collation, votre pancréas libère de l'insuline. Si vous mangez toutes les 2 ou 3 heures tout au long de la journée, l'insuline n'a jamais vraiment l'occasion de revenir à son niveau de base. Elle reste élevée. Et cette élévation prolongée est l'un des principaux moteurs de la résistance à l'insuline. L'organisme a besoin de périodes où l'insuline est faible. C'est à ce moment-là que les graisses peuvent être mobilisées pour produire de l'énergie, que les cellules peuvent rétablir leur sensibilité à l'insuline et que les processus de réparation qui sont supprimés par l'insuline peuvent avoir lieu. Si vous mangez constamment, vous bloquez tout cela. L'une des stratégies les plus simples et les plus efficaces consiste donc à espacer les repas. Laissez-vous aller à la faim avant de manger à nouveau. C'est une chose à laquelle le monde moderne ne nous a pas habitués. C'est normal d'avoir faim. Cela peut sembler inconfortable au début, si vous avez l'habitude de manger. Mais au bout de quelques jours, votre corps s'adapte. Et les signaux de faim deviennent beaucoup plus faciles à gérer. Le sixième est la gestion du stress chronique. Il s'agit d'un aspect qui est largement négligé dans les conversations sur la glycémie. Le stress ne se contente pas de vous rendre anxieux ou fatigué, il augmente directement votre taux de glucose dans le sang. Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère du cortisol et de l'adrénaline. Cela indique à votre foie de libérer le glucose stocké dans votre circulation sanguine. C'est utile si vous êtes réellement en danger et que vous avez besoin d'une énergie rapide pour réagir. Mais si vous êtes chroniquement stressé, assis à un bureau ou éveillé la nuit par des soucis, le glucose n'a nulle part où aller. Il reste dans le sang. L'insuline doit s'occuper du glucose. Avec le temps, le stress chronique devient une source cachée de résistance à l'insuline, totalement indépendante de l'alimentation. Vous pouvez suivre un régime alimentaire parfait et lutter malgré tout contre l'hyperglycémie si vos hormones de stress sont constamment élevées. La gestion du stress n'est donc pas un luxe ou une chose à laquelle il faut s'atteler un jour ou l'autre.
C'est un élément essentiel de la santé métabolique. Il peut s'agir de pratiques structurées telles que la méditation ou le travail sur la respiration. Il peut aussi s'agir de quelque chose de simple, comme la protection du temps de repos. Ou même parler à un conseiller, à votre famille ou à vos amis. Ou de dire non aux choses qui vous épuisent. Ou passer du temps dans la nature. Il y a tant de choses que vous pouvez faire. Mais ce qui fonctionne pour vous doit être régulier. La 7e stratégie concerne l'ordre dans lequel vous mangez vos aliments. C'est l'une de ces stratégies qui semble presque trop simple pour être efficace. Mais les recherches qui la sous-tendent sont vraiment solides. Par conséquent, si vous consommez les composants de votre repas dans un ordre précis, à savoir les fibres d'abord, puis les protéines et les graisses, et enfin les glucides, vous pouvez réduire de manière significative le pic de glucose produit par ce repas. La raison pour laquelle cela fonctionne est que les fibres, en particulier celles des légumes, forment une sorte de filet physique dans l'estomac et l'intestin grêle. Ce maillage ralentit l'absorption de tout ce qui vient après. Ainsi, si vous commencez votre repas par une salade ou des légumes cuits, que vous passez ensuite aux protéines et aux graisses et que vous terminez par les glucides, vous pouvez influencer la vitesse d'absorption du glucose. Les glucides sont absorbés beaucoup plus lentement, l'augmentation du glucose est plus douce et l'insuline n'a pas besoin d'être aussi agressive. Certaines études ont montré des réductions de la glycémie postprandiale allant jusqu'à 40% rien qu'en changeant l'ordre des repas. Et ce, pour les mêmes composants alimentaires. Il s'agit d'une petite modification du comportement qui ne coûte rien et qui s'adapte à toutes les habitudes alimentaires. Pendant que le repas principal est en train de cuire, je mange des concombres ou une petite salade. Je l'accompagne éventuellement d'un peu d'houmous pour ajouter un peu de gras à cet encas. De cette façon, je ne perds pas de temps entre le moment où je mange mes légumes et les autres parties de mon repas. Passons au 8e point. Il s'agit du sommeil. Un mauvais sommeil est l'un des moyens les plus rapides de détruire votre sensibilité à l'insuline. Et cela se produit presque immédiatement. Même une nuit de sommeil court ou perturbée peut nuire à votre tolérance au glucose le lendemain. Vos cellules réagissent moins bien à l'insuline, vos hormones de l'appétit sont déréglées et vous avez envie d'aliments riches en sucre et en graisse pour compenser les déficits énergétiques. Si vous faites cela de façon répétée pendant des semaines ou des mois, vous avez créé un désastre métabolique. Ce qui est particulièrement important ici, ce n'est pas seulement la durée du sommeil, mais la régularité et la qualité du sommeil. Se coucher et se réveiller à peu près à la même heure chaque jour permet de réguler le rythme circadien, qui à son tour régule la sensibilité à l'insuline. L'organisme est plus efficace pour gérer le glucose à certains moments de la journée. C'est le sommeil qui maintient ce rythme stable. Il est donc très important de donner la priorité à un sommeil de 7 à 9 heures dans une pièce sombre et fraîche, sans écran avant de se coucher. Il s'agit de protéger votre métabolisme, et pas seulement de vous sentir reposé. Le 9e point consiste à éviter ce que j'appelle les sucres nus. Il s'agit donc de tout aliment sucré consommé seul, sans rien d'autre pour en ralentir l'absorption. Il peut s'agir d'un biscuit seul, d'une poignée de sucreries, d'une pâtisserie à jeûne. Il crée certains des pics de glucose les plus importants et les plus rapides que vous puissiez générer. Parce qu'il n'y a rien pour tamponner le sucre. Il est absorbé presque instantanément. Et la réponse insulinique de votre corps doit être tout aussi agressive. La solution n'est pas nécessairement de ne jamais manger ces aliments, bien que la réduction de la quantité consommée soit clairement utile, mais de ne jamais les manger seuls. Si vous voulez manger quelque chose de sucré, prenez-le à la fin du repas, lorsque vous avez déjà consommé des protéines, des graisses et des fibres. De cette manière, le sucre est absorbé beaucoup plus lentement dans le cadre d'un repas mixte, le pic de glycémie est moins important, la réponse insulinique est plus douce et le coût métabolique est beaucoup plus faible. Nous en sommes donc à la moitié. Le point 10 consiste à se concentrer sur l'insuline elle-même, et pas seulement sur le glucose. La plupart des personnes atteintes de prédiabète ou de diabète de type 2 ne subissent qu'une mesure de leur glycémie, mais celle-ci est un marqueur tardif. Au moment où il est élevé, vous avez déjà eu des années d'insuline élevée compensant en arrière-plan. L'insuline augmente en premier. Parfois, l'insuline augmente 10 ans avant que le glucose ne devienne anormal. Par conséquent, si vous souhaitez réellement détecter la résistance à l'insuline à un stade précoce ou vérifier si vous êtes en train de l'inverser, vous devez mesurer l'insuline à jeûne, et pas seulement la glycémie à jeûne. Les unités pour l'insuline à jeûne sont un peu compliquées, alors laissez-moi vous donner les chiffres. Aux États-Unis, les unités sont les micronies par millilitre. En Europe et au Royaume-Uni, les unités sont les picomoles par litre ou les micronités internationales par millilitre.
Vérifiez l'unité utilisée par votre pays pour mesurer l'insuline à jeûne. Aux États-Unis, il faut idéalement qu'il soit inférieur à 5 et certainement inférieur à 7. Au Royaume-Uni et en Europe, il faut idéalement qu'il soit inférieur à 35 et certainement inférieur à 50. Si votre taux d'insuline à jeûne est supérieur à ce chiffre, même si votre glycémie et votre hémoglobine A1C sont encore normales, vous êtes déjà résistant à l'insuline. Et c'est là le point essentiel. Les stratégies qui font baisser le taux d'insuline, comme la réduction de la fréquence des repas, l'élimination des aliments ultra-transformés, l'exercice physique régulier et la gestion du stress, sont les mêmes que celles qui empêchent la glycémie de devenir un problème en premier lieu. La résistance à l'insuline vient en premier. L'hyperglycémie survient plus tard. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, votre médecin ne vous proposera généralement pas de test d'insuline à jeûne, non pas parce qu'il n'est pas important, mais parce qu'il ne fait tout simplement pas partie de son mode opératoire habituel. Par conséquent, si vous souhaitez obtenir cette information, il vaut généralement la peine de s'adresser à un organisme privé. Vérifiez où vous pouvez obtenir un test d'insuline à jeûne. Une autre solution consiste à investir dans un glucomètre en continu. Ces appareils surveillent la façon dont votre taux de glucose réagit à la nourriture, ce qui permet d'identifier la résistance à l'insuline en repérant les pics élevés et constants. Certes, cela coûte de l'argent, mais si ce test vous permet de détecter la résistance à l'insuline à un stade précoce, avant le diabète, avant les maladies cardiaques, avant le déclin cognitif, il s'agit alors de l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire. N'attendez pas un diagnostic de diabète pour prendre ce problème au sérieux. Lorsque la glycémie est élevée, la résistance à l'insuline est souvent présente depuis des années. Faites vérifier votre taux d'insuline à jeûne dès maintenant. L'objectif n'est pas seulement de vivre plus longtemps, mais de faire en sorte que les dernières années de votre vie soient saines. Vous voulez vivre plus longtemps, être indépendant et éviter les hospitalisations évitables pour des problèmes tels que l'angine de poitrine, les accidents vasculaires cérébraux ou la démence. Le numéro 11 consiste à réduire les aliments ultra-transformés. Et cela va bien au-delà du sucre et des glucides. Les aliments ultra-transformés sont des produits fabriqués industriellement pour gagner de l'argent avec des ingrédients que l'on ne trouverait pas dans une cuisine familiale. Il s'agit notamment d'émulsifiants, de stabilisateurs, d'arômes artificiels et de conservateurs. Ces aliments sont conçus pour être hyper appétissants et faciles à surconsommer. Mais ils semblent également aggraver de manière indépendante la résistance à l'insuline, même lorsque l'apport calorique est contrôlé. Une partie du problème réside dans le fait qu'ils sont décomposés si facilement qu'ils fournissent des nutriments, en particulier du glucose, extrêmement rapidement. Il n'y a pas d'intégrité structurelle, il n'y a pas de fibres. Il n'y a rien qui nécessite un effort de mastication ou de digestion. Mais il apparaît également que certains de ces additifs peuvent perturber les bactéries intestinales ou interférer avec les signaux métaboliques. La règle la plus simple est la suivante: si l'emballage contient plus de 5 ingrédients, ou si vous ne reconnaissez pas la plupart de ces ingrédients, il s'agit probablement d'un aliment ultra transformé. Privilégiez autant que possible les aliments complets. Et n'oubliez pas que si un produit n'existait pas il y a 100 ans, il n'est probablement pas bon pour vous. Le numéro 12 consiste à bouger après les repas. Il n'est pas nécessaire de courir ou de faire quelque chose d'intense. Une promenade de 10 ou 15 minutes suffit. Lorsque vous bougez, vos muscles se contractent. Cette contraction leur permet d'absorber le glucose présent dans le sang sans avoir besoin d'insuline. C'est presque comme une porte dérobée dans la cellule qui contourne la voie habituelle de l'insuline. Ce principe est particulièrement efficace juste après avoir mangé, car c'est à ce moment-là que le glucose pénètre le plus rapidement dans le sang. Si vous pouvez faire une promenade dans les 30 minutes qui suivent la fin d'un repas, vous atténuerez considérablement le pic de glucose. Et si vous faites cela régulièrement jour après jour, vous entraînez vos muscles à mieux éliminer le glucose, même lorsque vous ne faites pas d'exercice. Il s'agit vraiment d'une bonne habitude. Il s'agit d'une habitude de composition qui ne coûte rien et qui s'adapte à presque tous les emplois du temps. Le chiffre chance 13 consiste à aligner votre horaire d'alimentation sur votre rythme circadien. Ainsi, la capacité de votre corps à gérer le glucose n'est pas constante tout au long de la journée. Elle est contrôlée par votre horloge interne. Et cette horloge interne fait que vous êtes le plus sensible à l'insuline le matin et le moins sensible le soir. Cela signifie qu'un repas pris à 8 heures du matin provoquera une réponse glycémique et insulinique moins importante que le même repas pris à 22 heures. C'est la raison pour laquelle manger tard, en particulier manger des glucides tard, est si coûteux sur le plan métabolique. Votre corps n'est tout simplement pas configuré pour le gérer efficacement.
L'un des changements les plus simples que vous puissiez faire est donc de commencer à manger plus tôt dans la journée. Prenez un petit déjeuner copieux, un déjeuner correct et un dîner plus léger. Ou bien déplacer le dîner plus tôt dans la journée. Et essayez de terminer tous ces repas au moins 2 à 3 heures avant d'aller vous coucher. Cela donne à l'organisme le temps d'assimiler le repas, alors que la sensibilité à l'insuline est encore relativement élevée. Elle améliore également la qualité du sommeil. Le point 14 concerne la réalisation des bons tests. Plus précisément, vous devez effectuer les tests qui mesurent les marqueurs précoces de la résistance à l'insuline avant que la glycémie ne devienne anormale. La glycémie à jeûne est utile, mais lorsqu'elle est élevée, on est souvent bien avancé dans le prédiabète ou le diabète. L'insuline à jeûne, comme je l'ai mentionné plus tôt, augmente des années auparavant. Un HbA1c normal est considéré comme inférieur à 42 au Royaume-Uni, mais l'idéal est qu'il soit inférieur à 39. Aux États-Unis, cela correspond à peu près à un taux inférieur à 5,7. L'objectif idéal est plus proche de 5,4 ou moins. La limite inférieure de la normale est importante car l'hémoglobine A1c ne devient pas soudainement nocive à la valeur limite. Le risque augmente progressivement. Vous pouvez également apprendre beaucoup de choses en examinant vos triglycérides et votre cholestérol HDL ensemble. Si vos triglycérides sont élevés et votre HDL faible, c'est un signe fort de résistance à l'insuline. Même si votre taux de glucose semble correct. Le rapport triglycérides-HDL est parfois appelé indice hétérogène. C'est l'un des marqueurs les plus utiles du dysfonctionnement métabolique. À titre indicatif, aux États-Unis, un rapport triglycérides-HDL supérieur à 3 suggère une résistance à l'insuline. Un rapport inférieur à 2 est beaucoup plus sain. Au Royaume-Uni et en Europe, où les chiffres sont rapportés de manière un peu différente, un ratio supérieur à 1 est préoccupant, et un ratio inférieur à 1 est évidemment meilleur. Ne vous fiez donc pas à un seul résultat, glycémie normale. Demandez un test d'hémoglobine A1c, un dosage de l'insuline à jeûne, si votre médecin peut le faire, et un bilan lipidique complet. Et regardez le schéma, plutôt qu'un seul chiffre pris isolément. En détectant la résistance à l'insuline à un stade précoce, vous avez des années, voire des décennies, pour l'inverser avant qu'elle ne se transforme en diabète, en maladie cardiaque ou en d'autres problèmes graves. Le numéro 15 consiste à créer de plus longues périodes sans insuline au cours de la journée. Il s'agit en fait de donner à l'organisme le temps de récupérer sur le plan métabolique. Ainsi, chaque fois que vous mangez, l'insuline augmente. Si vous mangez constamment, l'insuline ne diminue jamais. Mais si vous créez des fenêtres alimentaires définies, par exemple, en mangeant tous vos aliments dans une fenêtre de 10 ou 12 heures chaque jour, vous donnez à l'insuline la possibilité de retomber à son niveau de base pendant plusieurs heures. C'est à ce moment-là que vos cellules peuvent commencer à rétablir leur sensibilité à l'insuline. C'est également à ce moment-là que votre corps peut passer en mode de combustion des graisses. En effet, l'insuline bloque le métabolisme des graisses. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose d'extrême. Il n'est pas nécessaire de sauter des repas ou de jeûner pendant des jours. Il suffit d'arrêter de manger après le dîner et de ne pas recommencer avant le petit déjeuner du lendemain matin. Cela peut sembler évident. Mais beaucoup de gens grignotent tard dans la soirée. D'autres commencent même à manger dès le matin, avant même d'avoir faim. C'est une chose avec laquelle j'ai lutté personnellement, mais cela devient plus facile, je vous le promets. L'une des interventions métaboliques les plus durables consiste à comprimer vos repas dans une fenêtre quotidienne cohérente. Le numéro 16 est celui de la modération, voire de l'élimination de l'alcool. La plupart des gens ne font pas vraiment le lien avec la résistance à l'insuline. Mais la relation entre l'alcool et la résistance à l'insuline est très, très forte. L'alcool perturbe la régulation de la glycémie de multiples façons. Il interfère avec la capacité du foie à libérer le glucose, ce qui peut entraîner une hypoglycémie réactive. La consommation d'alcool favorise également l'accumulation de graisse autour des organes, en particulier la graisse viscérale. C'est ce type de graisse qui est le plus fortement lié à la résistance à l'insuline. Il perturbe également votre sommeil, ce qui, comme nous l'avons déjà dit, nuit immédiatement à la sensibilité à l'insuline le lendemain. Même une consommation modérée d'alcool, comme 2 verres de vin plusieurs fois par semaine, peut suffire à ralentir ou à bloquer les progrès si vous essayez d'inverser la résistance à l'insuline. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais boire, même s'il est évident que l'absence d'alcool est préférable. Mais cela signifie qu'il faut être honnête sur la quantité et la fréquence de votre consommation d'alcool. Et reconnaître que la consommation d'alcool va à l'encontre de vos objectifs métaboliques.
Pour certaines personnes, l'élimination totale du tabac pendant quelques mois est ce qui permet aux autres changements de s'installer. Le numéro 17 consiste à donner la priorité aux fibres à chaque repas. C'est l'une des mesures les plus bénéfiques pour le contrôle de la glycémie. Les fibres, en particulier les fibres solubles, présentes dans les légumes et les légumineuses, l'avoine et certains fruits, ralentissent la digestion et freinent l'absorption du glucose. Il nourrit également les bactéries bénéfiques de l'intestin, qui produisent les acides gras à chaîne courte qui améliorent la sensibilité à l'insuline. L'objectif que la plupart des gens devraient viser est d'environ 30 grammes de fibres par jour. Or, la plupart des gens ne consomment que 15 ou 20 grammes de fibres par jour. Il y a donc un énorme fossé à combler. La façon la plus simple de le fermer est d'inclure des légumes à chaque repas, et pas seulement au dîner. Ajoutez des épinards à vos œufs. Accompagnez votre déjeuner d'une salade. Grignotez une carotte, des noix ou des bailles au lieu de chips. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Et plus vous le ferez, plus cette routine deviendra facile. Le numéro 18 se concentre sur la réduction de la graisse viscérale, et pas seulement sur la perte de poids totale. La graisse viscérale est donc la graisse stockée autour des organes internes, en particulier autour de l'abdomen. Il est métaboliquement actif. Cela signifie qu'il libère des signaux inflammatoires et des hormones qui favorisent directement la résistance à l'insuline. Vous pouvez avoir un poids normal sur la balance et pourtant avoir des niveaux élevés de graisse viscérale si vous êtes inactif, si vous mangez mal ou si vous avez une prédisposition génétique. Le tour de taille est un meilleur marqueur de la graisse viscérale que l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle est tout simplement inutile, pour être honnête. Pour les hommes, un tour de taille supérieur à 94 cm est préoccupant. Un tour de taille supérieur à 102 cm représente un risque élevé. Pour les femmes, c'est 80 cm qui est préoccupant. Le risque est particulièrement élevé au-delà de 88 cm. Ainsi, même si votre poids n'évolue pas de façon spectaculaire, si votre tour de taille diminue, c'est que vous perdez de la graisse viscérale. Et c'est ce qui compte le plus pour inverser la résistance à l'insuline. L'entraînement à la résistance et la réduction des aliments ultra-transformés sont deux des moyens les plus efficaces de cibler spécifiquement la graisse viscérale. Le numéro 19 concerne cette fois les médicaments. Il s'agit d'un point très nuancé. Des médicaments comme la metformine ou les GLP peuvent donc absolument contribuer à réduire la glycémie et les complications. Ce sont des outils très utiles, surtout si la résistance à l'insuline est sévère ou si les changements de mode de vie ne fonctionnent pas vraiment. Mais ils ne règlent pas le problème sous-jacent. Ils gèrent les symptômes. La metformine rend vos cellules plus sensibles à l'insuline et réduit la production de glucose par le foie. GLP, un médicament, ils ralentissent la digestion et réduisent l'appétit. Mais ni l'un ni l'autre n'inverse la cause première, à savoir une surcharge métabolique chronique due à l'alimentation, à l'inactivité, au stress et à un sommeil insuffisant. Les médicaments doivent donc être considérés comme un soutien et non comme un substitut aux principes fondamentaux. Si vous prenez des médicaments, c'est très bien. Utilisez-les. Je suis sûr que votre médecin vous l'a prescrit pour une bonne raison. Mais ne laissez pas les médicaments devenir une excuse pour éviter le travail plus difficile qui consiste à changer les habitudes. L'objectif doit toujours être de réduire les besoins en médicaments au fil du temps, et non de les augmenter. Enfin, le numéro 20 de la liste est consacré à la cohérence plutôt qu'à la perfection. La résistance à l'insuline ne se développe pas du jour au lendemain. Elle ne disparaît pas non plus du jour au lendemain. Elle s'accumule au fil des ans. Et il faut des efforts soutenus pendant des mois pour l'inverser. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'effort n'a pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de suivre chacune de ces stratégies à la lettre. Ce qui compte, c'est que vous choisissiez quelques stratégies, que vous les appliquiez de manière cohérente et que vous les fassiez fructifier. De petits changements répétés chaque jour ont un impact bien plus important que des changements spectaculaires qui ne durent qu'une semaine. Marchez après les repas la plupart du temps. Bien dormir la plupart des nuits. Mangez des aliments complets la plupart du temps. Au fil des semaines et des mois, votre taux d'insuline à jeûne commencera à baisser. Votre énergie se stabilise. Votre composition corporelle s'améliorera. Et votre risque à long terme de diabète et de maladie cardiaque diminuera considérablement. Il en va de même pour tous les autres symptômes liés à la résistance à l'insuline. Ils diminueront eux aussi. Il n'est pas nécessaire d'être parfait dans ce domaine. Il s'agit d'être persévérant et de jouer le jeu à long terme. Les habitudes que vous prenez dans la trentaine,
la quarantaine et la cinquantaine sont celles qui déterminent si vos 70, 80 et 90 ans seront actifs, indépendants et agréables. Ou bien ces années seront-elles dominées par les médicaments, les rendez-vous et les maladies évitables? Les petits choix quotidiens ne donnent pas l'impression d'être puissants sur le moment. Mais au fil des ans, ils décident discrètement de la façon dont vous vieillissez.